Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Pour une fois, l'ordre du jour de ce Conseil européen de fin d'année semble un peu moins pléthorique que d'habitude, mais les sujets qui seront traités sont loin d'être anodins et renvoient à plusieurs des enjeux mis en avant d'ailleurs par Jean-Claude Juncker lors de son discours sur l'état de l'Union le 13 septembre dernier. Les orateurs qui m'ont précédé ont déjà largement balayé les problématiques inscrites à cet ordre du jour. Aussi, j'en profiterai pour concentrer l'essentiel de mon propos sur le Brexit et les questions connexes liées à cet épineux dossier. Au préalable, je tiens cependant à vous faire part de mon sentiment très mitigé quant à la réforme de la zone euro présentée par la Commission européenne mercredi dernier et qui sera examinée lors du sommet de la zone euro qui se tiendra ce 15 décembre dans la foulée du Conseil européen. Car une fois passées les grandes déclarations d'intention sur la nécessaire réforme de l'Europe, la Commission européenne semble être en effet revenue au business as usual, à savoir avancer à minima, réformer mais pas trop, juste de quoi éviter l'accusation de statu quo. Une fois de plus, il semblerait que la montagne a tout simplement accouché d'une souris, car la réforme de la zone euro telle qu'elle est proposée par la Commission traduit une absence de vision politique et risque fort de se réduire à la seule création d'un titre de ministre européen de l'économie et des finances, plus cosmétique qu'effectif, puisque placé sous la tutelle du président de la Commission et ravalé au rang de simple coordinateur. Je cite le mot utilisé. Alors, mon collègue Didier Marie l'a très bien dit, sans solidarité financière entre les États membres, ni instauration d'un Parlement de la zone euro, comment pouvons-nous espérer mettre fin au déséquilibre profond qui existe à l'intérieur de l'Union, ainsi qu'à la compétition fiscale agressive qui sévit entre nos États? Faire preuve d'une réelle ambition pour l'Europe supposerait de doter la zone euro d'un budget spécifique et non de se limiter, comme le propose ici la Commission, à l'ouverture de quelques lignes budgétaires nouvelles dans un cadre pluriannuel financier déjà plus que contraint. Bref, ce que la Commission propose aujourd'hui est sans grande audace et on sent bien que le président Juncker, sans doute à 18 mois des élections européennes, a peur de froisser les États membres non membres de la zone euro et surtout de bousculer l'Allemagne qui est actuellement plongée dans de délicates négociations en vue de constituer une coalition gouvernementale. Pour autant, les récentes déclarations très pro-européennes de M. Martin Schulz, futur allié de la coalition, laissent penser que nos voisins d'outre-Rhin pourraient assouplir leur position sur la zone euro, puisqu'il a évoqué l'idée de la création d'un budget dans son discours du 7 décembre dernier. Alors, Madame la Ministre, pensez-vous qu'il y a quelques espoirs que les discussions de vendredi permettent d'avancer au-delà et dans un sens plus proche des propositions exprimées par le président de la République lors de son discours de la Sorbonne le 26 septembre dernier? Mais venons-en à présent à l'état actuel des négociations sur le Brexit. Après la relative désillusion donc provoquée mercredi à propos de la réforme de la zone euro, on s'attendait vendredi dernier à un jour plus faste pour l'Union, avec l'annonce, en effet, d'un accord trouvé avec la Grande-Bretagne concernant la première phase des négociations se rapportant aux modalités de sa sortie de l'Union. Accord sur le règlement financier de la séparation, accord sur la gestion de la frontière entre la République d'Irlande et la province d'Irlande du Nord, et accord, enfin, sur le sort des citoyens expatriés. Au-delà de l'effet d'annonce plutôt enthousiasmant, pour peu qu'on puisse s'enthousiasmer réellement à propos d'un divorce par consentement plus ou moins mutuel, la lecture détaillée du document officiel de 15 pages présenté vendredi dernier a cependant de quoi laisser un peu dubitatif sur l'accord final qui résultera des négociations de phase 2 qui concerneront les futures relations entre les deux parties et la demande britannique non clarifiée d'obtention éventuelle d'une période de transition. Alors, l'avancée la plus nette
et la plus clairement favorable aux intérêts de l'Union et de ses citoyens concerne bien évidemment le statut des citoyens expatriés. Le Royaume-Uni semble avoir enfin réalisé ou reconnu la valeur et l'importance du travail effectué par les ressortissants européens pour l'économie économique, tant au niveau des emplois qualifiés que des emplois moins qualifiés. D'après les chiffres de son bureau de la statistique nationale, il représentait en 2016 près de 7% des forces de travail britanniques. Madame May, sous la pression d'ailleurs du patronat et des milieux financiers, a donc été contrainte d'en rabattre un peu sur sa position initiale très idéologique, en acceptant que les droits des citoyens expatriés demeurent les mêmes. Je regrette cependant qu'on ait quand même un sentiment de concession sur les compétences accordées à la Cour de justice de l'Union européenne, puisqu'il est seulement stipulé dans le texte que les tribunaux britanniques pourront interroger pendant 8 ans la Cour pour des questions d'interprétation de la législation européenne relative aux droits des citoyens immigrés. Que faire alors si aucun tribunal britannique n'interroge la Cour de justice de l'Union européenne? Et pourquoi 8 ans seulement? À partir de quel moment pourra-t-on juger qu'il existe un manquement de la part du Royaume-Uni susceptible de faire l'objet d'un recours? Madame la ministre, donc au-delà des formules parfois sibyllines et complexes contenues dans cette partie de l'accord, pouvez-vous nous illustrer plus concrètement, vous l'avez déjà fait un petit peu, mais essayons d'aller plus avant, les garanties obtenues en faveur des ressortissants européens travaillant au Royaume-Uni? Concernant l'accord trouvé sur le règlement financier, plusieurs points, et non des moindres, semblent rester encore en suspens. Au-delà de la validation de la méthode de calcul du montant dû par Londres, qui est celle proposée par Bruxelles, des ambiguïtés, et non des moindres, subsistent quant à la facture à régler par le Royaume-Uni. Alors que de notre côté, nous refusons encore d'avancer un chiffre, côté britannique, on ne rechigne pas à estimer que cette enveloppe se situerait entre 40 et 45 milliards d'euros. Et à ce sujet, il n'y a pas d'illusion à se faire, il n'y a là aucun gain pour l'Union européenne dans ce règlement financier, pas de bénéfice. Cela ne fait que correspondre à des engagements pris par le Royaume-Uni en tant que membre et à leur participation dans plusieurs programmes et plusieurs agences européennes, comme par exemple le paiement de politiques déjà engagées avec l'actuel cadre pluriannuel financier jusqu'en 2020. Alors, au-delà de 2020, ce sera pour l'Union européenne un trou budgétaire annuel de plusieurs milliards d'euros qu'il faudra combler ou économiser, car, je le rappelle, le Royaume-Uni est le 3e contributeur net au budget européen, avec près de 9 milliards d'euros en solde positif, ou en tous les cas négatif pour eux. Nous devons donc saisir cette occasion pour rendre le budget européen plus lisible et plus équitable, afin de mettre un terme à tous ces mécanismes de rabais et de rabais sur le rabais qui entachent tant le budget européen. Enfin, le dernier volet, celui relatif à l'Irlande, il a été évoqué par plusieurs de mes collègues, mais il faut bien dire que là, nous avons l'impression que nous sommes autant otages de la situation politique intérieure que Mme May l'est elle-même. Partagée d'un côté entre les attentes des milieux financiers et des milieux économiques, et d'un autre côté d'une alliance, d'une association très limite majoritaire, avec un parti quasiment d'extrême droite, le DUP, en Irlande du Nord, qui contredit complètement. Les tout derniers sondages montrent qu'il y a une majorité d'Irlandais, depuis la semaine passée, je conclus, cher ami, qui sont favorables aujourd'hui à la réunion des deux Irlandes. Donc, quelque chose est en train de se passer. Ce dont j'ai peur, c'est que nous ayons en l'état un texte certes intéressant, mais qui n'est pas totalement cadré, et que Mme May a surtout cherché à temporiser entre des forces concurrentes et divergentes à l'intérieur de tout ça, et que la deuxième phase va être encore un beau morceau à régler. Je vous remercie. Merci, chers collègues.